Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire qui s'intitule Recrutement de travailleurs étrangers temporaires, ce qu'il faut savoir. Ce webinaire-là se tient, comme toujours, dans l'objectif de l'AFCI de maximiser les avantages de votre adhésion. Avant d'aller dans le bref du sujet, je vais vous mentionner quelques éléments techniques. Vous retrouverez dans la boîte chat la présentation que vous pouvez télécharger et garder. Cette présentation-là va défiler au fur et à mesure qu'on va parler. Si vous avez des questions, il y en a déjà qui nous en ont soumis à l'avance. Merci beaucoup. Utilisez la boîte questions et réponses pour les écrire et nous aurons une bonne partie de la présentation pour les échanges avec vous. Euh, S'il vous plaît, de rester général parce qu'on ne pourra pas rentrer dans des cas super particuliers, d'abord pour des questions de confidentialité, puis après ça, il y a tellement d'éléments à prise en considération que pour répondre à un dossier hyper micro, ça va être difficile de le faire. Maintenant, sans plus tarder, je suis très heureux de commencer ce webinaire. On a avec nous une organisation experte qui va pouvoir venir donner un éclairage assez intéressant sur ce sujet, Auré. Auré propose un accompagnement complet en matière de recrutement international et local. Cette entreprise offre également un service complet en immigration par l'entremise de leur cabinet d'avocats en immigration. Auré, c'est une filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, une firme de services professionnels de première importance au Québec. Je suis persuadé que vous connaissez tous le nom. Membre du réseau Grant Thornton, une organisation qui regroupe des firmes de comptabilité et de conseil établies dans 140 pays. Puis donc, on a avec nous des experts qui vont pouvoir répondre, traiter du sujet, répondre aux questions. D'abord, l'experte de l'IFCEI, Christina Santini, c'est votre directrice des affaires nationales. Christina a contribué à diriger les activités d'analyse des politiques de communication et de défense des intérêts des petites et moyennes entreprises auprès du gouvernement fédéral sur des sujets variés touchant les petites et moyennes entreprises au pays, tous secteurs d'activité confondus. Elle a beaucoup de dossiers dont elle est responsable, dont elle tient le lead, notamment les lois fédérales sur le travail, les pénuries de main-d'œuvre et les politiques d'immigration. Donc, on est vraiment content de pouvoir compter sur sa présence aujourd'hui. On a de la part d'Audrey, Émilie Sauvé, directrice principale expérience client. Émilie, c'est une professionnelle passionnée par le recrutement international. Depuis les débuts de sa carrière, elle aide les entreprises avec différents enjeux liés aux ressources humaines. Émilie, c'est une polyglotte humaine qui vise systématiquement à offrir des solutions gagnantes à ses clients. C'est 20 ans d'expérience qu'elle a en ressources humaines et plus de 5 ans en recrutement international. Elle a vécu plusieurs situations qui lui permettent d'offrir des conseils judicieux et concrets. Puis c'est à titre de directrice service à la clientèle chez Auré Sourcing International qu'Émilie travaille afin de guider les entreprises canadiennes à travers tout le processus de recrutement des travailleurs étrangers. Son écoute et sa bienveillance, c'est sa marque de commerce. Et on a Maître Lucas Sierpi Kaski, qui est avocat en droit de l'immigration. Lucas est un membre en règle du barreau depuis mai 2022, titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Au cours de son parcours professionnel, il a travaillé dans le domaine du droit des sociétés, particulièrement auprès des sociétés extra-provinciales partout au pays. Avant de se joindre à l'équipe dorée, il a réalisé son stage du barreau en litige civil où il a eu des occasions de défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes instances. Il exerce aujourd'hui en droit de l'immigration économique, apportant avec lui ses connaissances et ses compétences qu'il a développées au cours des années pour guider les entreprises qui sont installées au Québec dans leur démarche d'immigration. Puis moi, François Vincent, je suis vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Dans le fond, je suis la voix des petites et moyennes entreprises pour toute politique qui ont lieu auprès du gouvernement provincial ou des municipalités. Je cumule 20 ans d'expérience en relations gouvernementales. Maintenant, allons dans le vif du sujet. On va parler de quoi aujourd'hui? On va avoir une présentation de la FCI sur le dossier de l'immigration. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les grands changements? Puis qu'est-ce qu'on a fait pour les petites et moyennes entreprises là-dessus? Ensuite, on va passer la rondelle à Auré qui vont aller dans les détails aussi des changements. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme
employeur face au changement ou si vous avez besoin de travailleurs étrangers temporaires, c'est vraiment une firme experte qui est là pour pouvoir vous donner une vision assez intéressante. Puis après ça, on va avoir une période d'échange entre les participants. Maintenant, il y a eu plusieurs récents changements dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, puis je vais laisser notre experte de la FCI, de l'équipe nationale, Christina, à vous en parler. Merci beaucoup, François, et bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu plusieurs changements au programme des travailleurs étrangers temporaires ou le PTET au cours de l'automne 2024. Certains d'entre vous sont bien informés, d'autres sont ici pour aller chercher plus d'informations. Auré va élaborer sur ce que je vais mentionner, mais à un haut niveau, ces changements incluent une réduction du nombre de main-d'œuvre étrangère à bas salaire qu'un employeur pourrait avoir de 20 à 10 l'introduction d'un refus de traitement d'évaluation d'impact sur le marché. Ça veut dire qu'ils ne regardent même pas à votre demande. Pour les régions métropolitaines avec un taux de chômage au-dessus de 6 Et bien sûr, ils ont aussi augmenté les seuils salariaux euh, qui permettraient de distinguer si votre demande est considérée haut salaire ou bas salaire, qui veut dire qu'en fin de compte, que beaucoup plus d'employeurs sont maintenant sujettés aux restrictions pour leurs nouvelles demandes, bien sûr. Euh, pour nous informer de notre démarchage, on devait savoir des PME, c'est quoi le bénéfice des travailleurs étrangers et c'est quoi l'impact sur leur entreprise que ces changements pourraient avoir. Donc, au cours du mois de novembre jusqu'à la fin janvier, on a sondé les PME et on leur a demandé de nous dire quels bénéfices amènent ces travailleurs, quel impact vous allez avoir sur votre entreprise. Et ceci est ce que vous nous ont dit. Il y a de nombreux avantages d'avoir le programme de PTET et des travailleurs étrangers, notamment cette main-d'œuvre ou la main-d'œuvre étrangère comble des postes qui n'ont pas pu être comblés par la main-d'œuvre locale. C'est bel et bien l'objectif du programme. Ça permet aussi aux entreprises d'être capables de combler la demande pour leurs produits et pour leurs services. Beaucoup de nos membres nous ont exprimé que sans ces travailleurs étrangers-là, ils doivent peut-être même annuler certains contrats et réduire leurs heures d'opération, etc. Les travailleurs étrangers leur permettent d'être plus productifs et efficaces, de croître leur entreprise et donc ne plus les avoir peut aussi avoir des conséquences qu'on pouvait s'y attendre, notamment, à la prochaine diapo, s'il vous plaît, euh, la diminution de productivité, euh, une réduction des plans de croissance et même potentiellement la perte d'emploi pour des Canadiens s'ils doivent réduire les heures d'opération, s'ils doivent réduire leur production ou une certaine ligne d'affaires et donc certains services. Euh, Tout en tout, ça peut avoir des plus grands impacts sur l'économie en général. Bien sûr, il y a aussi une crainte qu'ils pourraient perdre leurs employés à cause de ces nouvelles restrictions. Ça devient plus difficile à les retenir. Et donc, justement, 90% des répondants prévoyaient, et encore une fois, ces répondants, c'est des individus qui ont utilisé le programme de PTET dans les 2 dernières années. Euh, ils s'attendaient à devoir peut-être se séparer de leurs travailleurs étrangers parce qu'ils seraient incapables de les renouveler sous les paramètres du nouveau programme. Autant de répondants reconnaissaient que ce serait difficile pour eux et ne penseraient pas qu'ils seraient capables de combler les postes euh, avec de la main-d'œuvre locale. Prochain diapo. Et tel que vous voyez la distribution en question. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire pour ces entreprises et pour la macroéconomie? Euh, dans notre prochaine diapo, on démontre que il est très probable parmi les répondants qu'environ 1 sur 5 d'entre eux doit fermer leurs portes. Donc, encore une fois, c'est un entrepreneur qui perd son entreprise, c'est un entrepreneur qui doit peut-être congédier certains employés, incluant des employés canadiens. Et c'est des entrepreneurs qui demandaient des intrants de d'autres entreprises qui maintenant n'auront plus le besoin de cet intrant. C'est quelque chose à considérer.
Maintenant, c'est des données très importantes que vous nous avez fournies, au moins tous ceux qui ont pu participer à ce sondage nous ont fourni. Merci beaucoup. Ça aide à éclaircir l'image et ce qu'on peut avancer au gouvernement. Et François est ici pour vous dire un peu plus exactement comment on utilise vos données et qu'est-ce s'attend à pousser pour vous Je représenter. vais faire du pouce sur ce que Christina a dit sur le nombre de répondants. Il n'y a aucune autre organisation qui a été capable d'aller chercher autant de répondants qui utilisent le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on est capable de vraiment évaluer l'impact que ça peut avoir. On a presque 800 répondants, beaucoup aussi du Québec. Puis après ça, ben, on est en action. Quand on vous demande de nous expliquer quels sont les impacts sur les politiques, c'est parce qu'au bout de la ligne, c'est vous qui vous êtes nos patrons. Puis ensuite de ça, nous, on est capable d'évaluer ça puis de faire nos représentations politiques. Puis Christina, elle a fait énormément de travail à cet égard. Puis on a été en action directement. Puis la prochaine diapo, ce n'est qu'une partie de ce que nous avons fait. À gauche, vous avez un rapport conjoint qu'on a fait avec la Fédération québécoise des municipalités en novembre dernier. On a été la première organisation à remettre ce dossier-là à l'ordre du jour, à pousser auprès des gouvernements, puis à élargir une coalition pour faire des demandes qui répondent aux réalités des petites entreprises, qui répondent aussi aux réalités des régions. Ça, c'est important aussi. Christina et son équipe aussi ont eu beaucoup d'offensives auprès du gouvernement précédent et du nouveau gouvernement. Christina a fait des présentations auprès des différents cabinets ministériels, des présentations dans des comités, puis aussi, ben, on a fait des lettres pour signifier, partager notre information, partager nos demandes également. Récemment, on a fait une offensive avec une vingtaine d'organisations québécoises, municipales et économiques, plus que 20 groupes qui ont fait une intervention auprès des ministres fédéraux et provinciaux pour justement là, faire en sorte que les entreprises qui se retrouvent dans des situations de pouvoir perdre une proportion importante de leurs travailleurs étrangers temporaires puissent être prises en considération. Donc, un résumé des recommandations. Je ne passerai pas tout en détail les recommandations, mais vous allez l'avoir dans les recommandations. On demande de rétablir la durée maximale d'emploi pour les postes à bas salaire à 2 ans. On demande également de rétablir la proportion à 20 C'est des éléments importants, surtout pour les entreprises qui ont atteint ces pourcentages-là. Si on continue sur la prochaine page, on demande aussi pas seulement de mettre en place ou de remettre ce qui était en place pour les travailleurs étrangers temporaires, mais aussi de créer une voie pour la résidence permanente. Il y a plusieurs des travailleurs étrangers temporaires-là qui sont présents, qui veulent rester en entreprise, qui veulent rester au Canada. Donc, c'est important de faire en sorte de créer un pont qui est fonctionnel. Puis aussi, ben, de veiller à ce que les politiques d'immigration soient bien alignées sur les besoins du marché du travail, parce que si on accepte beaucoup d'immigration qui ne répondent pas aux besoins de l'employeur, qui est la petite et moyenne entreprise, qui est le plus important employeur du secteur privé, ben, on n'aide personne, non pas les politiques publiques, non plus les entreprises, non plus les régions, non plus l'économie. Donc, sans plus tarder, on a fait un portrait de ce que nous avons fait à la FCI, puis vous pouvez compter sur nous pour continuer à pousser votre voix sur cet enjeu-là et sur bien d'autres. Mais maintenant, je vais passer la rondelle à nos experts invités qui vont pouvoir aller creuser un petit peu plus loin sur la question de l'immigration. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous là, d'être présents pour cette rencontre. Maître Tcherpikowski et moi sommes honorés d'être là aujourd'hui pour pouvoir adresser justement là, quels sont les impacts et puis les solutions des différents changements là, qu'on a vus au cours des derniers mois. On peut passer à la première diapositive, l'état de la situation. On change. Ben, le taux de chômage. Le taux de chômage qui est une variable qui bouge énormément et que désormais on doit regarder là, à chaque 3 mois qui est mise à jour. Le taux de chômage, on n'y a jamais porté autant attention étant donné les nouvelles mesures. Là, dès que dans notre secteur, il dépasse 6 on a des limites malheureusement par rapport à l'immigration à bas salaire. Donc, c'est à travers le PTET évidemment. Donc, c'est important de le regarder fluctuer. On attend imminemment là, le nouveau taux de chômage. Maître Tcherpikowski, pouvez-vous nous dire vers quelle date on attend ça?
Oui, donc justement, le taux de chômage sera révisé le 11 juillet 2021. Il sera valide pour les 3 prochains mois. Wow, merci. Prochaine diapositive. Ben, le nombre de postes vacants, on entend souvent taux de chômage, taux de chômage. Malgré tout, il y a plusieurs postes vacants qui sont encore pas comblés par les entreprises. C'est pas nécessairement parce qu'on a un taux de chômage important qu'on a des employés qui répondent à ce dont on a besoin. On a besoin des gens qui ont des compétences bien spécifiques. On a besoin des soudeurs, des mécaniciens de machinerie lourde. On a besoin des gens dans divers secteurs d'activité. Puis les chômeurs ne semblent pas être capables de combler ce besoin-là. C'est la raison pour laquelle grâce à la FCEI, on est capable aussi là, de se faire entendre par les instances gouvernementales pour dire non, non, le problème, il est encore là. C'est pas parce que c'est pas la bonne analogie à faire que de démontrer le taux de chômage est là, donc vous avez la capacité, les entreprises, de pouvoir pourvoir vos postes avec ces gens-là. Donc, merci la FCEI et on continue dans la présentation. Les faits saillants en immigration, ils sont nombreux. Merci, Christina, d'avoir dressé un portrait très sommaire là, de ce qui s'est passé. Maintenant, ben, Lucas, j'aimerais t'entendre là, sur le fait que quels sont les points avec un petit peu plus de détails. Là. Explique-nous concrètement qu'est-ce que ça veut dire, tous ces changements-là. Oui, merci beaucoup, Émilie. Donc, effectivement, le 26 septembre 2024, le gouvernement fédéral, dans l'objectif de restreindre l'immigration temporaire au Canada, impose plusieurs changements dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. On va couvrir les 3 principaux changements. Le premier étant la suspension du traitement des demandes de IMT dans le volet des postes à bas salaire dans les zones métropolitaines de recensement au taux de chômage de 6 ou plus. Effectivement, c'est une liste qui est publiée en ligne, comme on l'a mentionné. La prochaine révision aura lieu le 11 juillet 2025. Donc, lorsqu'on cherche à embaucher un travailleur ou à renouveler un travailleur, il faut vérifier en ligne si le lieu de travail est situé dans une région où le taux de chômage dépasse 6 Effectivement, la FCI a déjà fait les commentaires à l'effet que les zones sont peut-être trop larges. On pense notamment à Montréal qui s'étend même plus loin que Laval. Malgré tout, c'est les règles qui sont en place aujourd'hui. Donc, c'est certain que les impacts principaux, bien, ça empêche ou restreint un renouvellement de permis de travail pour ces régions ou même dans certains secteurs. Je tiens à souligner qu'il y a certaines industries dont il faut vérifier par rapport au code CIAN de l'entreprise qu'on peut trouver sur le T2, les documents fiscaux de l'entreprise, qui sont exemptés justement de cette limite. Dis-moi, Lucas, est-ce que ce serait une bonne stratégie, par exemple, si toutefois je suis dans une région où je sens que le taux de chômage est sur le bord d'atteindre un 6 de déposer une IMT aujourd'hui, juste avant le 11? Est-ce que, par exemple, le dossier pourrait suivre son cours normalement, même si, par exemple, dans 2 jours, le taux de chômage de ma région pourrait monter au-dessus du 6? La demande est évaluée en date du dépôt de la demande. Donc, si aujourd'hui c'est inférieur à 6 il y a lieu effectivement de se dépêcher de déposer la demande puisqu'elle sera traitée en date d'aujourd'hui, le 9 juillet. Merci. Parfait. On poursuit avec le deuxième changement, celui qui affecte plusieurs entreprises de toute taille. C'est justement la réduction de la limite de proportion de main-d'œuvre étrangère qui peut être embauchée dans le volet des postes à bas salaire sur un lieu de travail donné. Donc, on tient à souligner que c'est sur le lieu de travail donné. C'est donc cette limite, par exemple, un employeur qui embauche 10 Canadiens ou résidents permanents et qui souhaite embaucher de la main-d'œuvre étrangère ne serait limité qu'à un seul travailleur étranger temporaire. Il existe des exceptions encore par rapport à certaines industries pour lesquelles la limite est accordée à 20 Il faut encore là vérifier selon le code CIAN. On parle des industries, par exemple, de la construction, de la santé ou de la transformation alimentaire. Effectivement, c'est vrai que c'est un impact qui touche les entreprises si elles avaient précédemment bénéficié d'un taux de 20 ou de 30 précédemment avant cette modification. J'aimerais ça que tu nous expliques concrètement, par exemple, si présentement, j'ai deux employés à bas salaire dans mon équipe de 10 parce que j'avais au préalable 20 de possibilités. Mais là, est-ce que celui de trop, je dois le retourner dans son pays immédiatement? Quand est-ce que je vais ressentir l'impact réel de ce surplus-là? Donc, l'impact réel se ressentira effectivement au moment de déposer une prochaine demande de IMT si on essaie de renouveler à travers le PTET. L'évaluation de la limite se fait justement au moment de déposer la demande.
Donc, c'est déjà des considérations que auxquelles les employeurs doivent réfléchir. Les solutions qu'on proposera, justement, on va en parler un peu plus en détail, c'est qu'il existe d'autres alternatives que le programme des travailleurs étrangers temporaires. On pense notamment au programme de mobilité internationale qui, par définition, sont exemptés de IMT. Donc, on encourage les employeurs à considérer ces options-ci pour recruter de la nouvelle main-d'œuvre ou justement renouveler des permis de travail dans le cadre des PMI pour éviter justement de comptabiliser ces travailleurs dans les limites. Merci. Si l'on poursuit ensuite, justement, la durée maximale des permis de travail dans le volet des postes à bas salaire a été réduite jusqu'à 1 an maximal. Donc, on l'a vu précédemment au Québec, on pouvait même aller jusqu'à 3 ans à travers le traitement simplifié. C'est certain que c'est un choc pour les employeurs. Encore là, ça va être ressenti au moment de prolonger ou de renouveler le permis de travail. À cet effet, encore là, on encourage de considérer d'autres alternatives que le PTET pour obtenir peut-être des permis exemptés de IMT, oui, mais aussi pour des permis d'une durée plus longue. Mais là, je rebondis sur ce que tu viens de parler. Là, tu me parles du traitement simplifié, puis il y a eu d'autres changements qui ont eu lieu par rapport au traitement simplifié. Peux-tu m'expliquer en quoi le traitement simplifié est-il encore simplifié? Tu sais, avant, ça nous permettait une plus grande limite, ça nous évitait de faire des affichages, ça donnait tellement de latitude à l'employeur. C'est quoi désormais le traitement simplifié? Donc, le traitement simplifié, bon, comme c'est principalement situé au Québec, justement, c'était une liste pour lesquelles le Québec avait identifié des besoins de main-d'œuvre. Et donc, pour une quantité les postes qui étaient énumérés, les employeurs étaient exemptés de la limite initialement et aussi des affichages. Donc, on a vu plusieurs employeurs embauchés pour ces postes au courant des dernières années, pour lesquels aujourd'hui, ils font face à cette limite, justement. Donc, la dernière révision a eu lieu le 24 février 2025. Donc, la liste de 2024 contenait 267 postes. Elle a été réduite à 75 postes aujourd'hui. C'est une énorme réduction. Donc, comme tu le soulignes, le seul avantage aujourd'hui, c'est l'exemption d'affichage pour recruter pour ces postes-ci. Donc, j'aimerais aussi, pendant qu'on est sur la question des affichages, aussi souligner le fait que le gouvernement fédéral a annoncé le 26 juin 2025 que les postes dans l'agriculture primaire seraient soumis à l'obligation d'affichage à nouveau, et ça à compter du 1er janvier 2026. C'est une liste de certains postes assez restreinte. Il faut vérifier en ligne quels postes sont visés. Donc, ils étaient exemptés du 12 janvier 2022 et le seront jusqu'au 31 décembre 2025, mais à compter du 1er janvier 2026, ils devront effectivement suivre les règles d'affichage pour les postes à bas salaire. C'est encore les entrepreneurs qui vont payer pour ça. OK, merci. Parfait. Donc, peut-être autre modification aussi, un peu plus secondaire, c'est que le 21 janvier 2025, le fédéral aussi a modifié la dispense d'IMT C41 qui permettait aux époux, épouses ou conjoints de fait de certains travailleurs étrangers temporaires obtenir des permis de travail ouverts. Donc, ça a été restreint pour seulement être applicable désormais à tous les postes de FEAR 0 et 1, ainsi que certains postes de FEAR 2 et 3. La liste est disponible en ligne. Et d'une certaine façon, c'est aussi applicable seulement aux postes à haut salaire parce qu'il y a une exigence maintenant que le permis soit valide pour une période de 16 mois à compter d'une telle demande. Si ce n'a pas été mentionné, j'aimerais peut-être juste aussi revenir sur le fait qu'on parle de haut salaire, bas salaire. Il y a lieu de mentionner qu'on fait référence au salaire médian établi par Service Canada, par le gouvernement du Canada. Donc, la liste a été révisée, je m'excuse, le 27 juin 2025. Donc, dans le cas du Québec, par exemple, c'est passé de 32,96 à 34,62. Donc, ça veut dire que toute demande dont le salaire horaire est inférieur à 34,62 aujourd'hui est considérée bas salaire. Et toute demande dont le salaire horaire est égal ou supérieur à 34,62 est considérée dans le volet des hauts salaires. Ça commence à être difficile, là. Par exemple, tu sais, quand je pense aux conjointes, là, j'ai plusieurs entreprises, par exemple, qui ont fait venir un travailleur étranger qui a pu, lui, faire venir sa famille. Et puis là, si on explique à ce travailleur-là, parce qu'il est payé seulement 32 de l'heure, j'espère que vous comprenez là, le sarcasme dans mon seulement, ben là, malheureusement, il ne pourra pas renouveler le permis de travail de madame et ça pourrait vouloir dire que la démarche de renouvellement de permis de travail de monsieur
ben, il ne voudra même pas la faire parce qu'il va dire sans madame, sans ma famille, je vais rester, je vais retourner au pays parce que qu'est-ce que j'ai à faire au Canada? Je ne peux pas m'y épanouir. C'est effectivement des situations auxquelles on fait face. Ben, justement, on va passer aux solutions briller dans quelques instants, justement. Mais on encourage justement les employeurs à considérer soit les PMI ou encore pour les travailleurs qui sont déjà sur le terrain, justement, de considérer la résidence permanente pour ces travailleurs-ci. Bon, on va se concentrer un peu maintenant sur la situation au Québec avant de retourner vers le niveau fédéral. Mais on a vu justement qu'au Québec, bon, il existe deux programmes, le PSTQ, le PEC. Donc, aux dernières nouvelles, le PEQ travailleur, le moratoire a été instauré, donc qui empêche de soumettre de nouvelles demandes. C'était un programme qui était applicable aux travailleurs pour les postes dits qualifiés, FER 0, 1, 2 et 3. C'est suspendu jusqu'au 30 novembre 2025. Or, le gouvernement du Québec a ouvert la porte à son nouveau programme, le PSTQ, qui remplace l'anciennement connu le PRTQ. L'avantage de celui-ci, peut-être, est que c'est un programme qui est ouvert pour tous les travailleurs, quelle que soit la qualification de leur poste. Donc, c'est divisé en 4 volets. On y voit les travailleurs qualifiés, FER 0, 1, 2 et 3. Il y a le volet 2 pour les travailleurs dits peu qualifiés, FER 4 et 5. Et ensuite, il y a 2 volets spécifiques pour les talents d'exception et, je pense, recherche et innovation. Donc, ça ouvre la porte, disons, à plus de candidats aujourd'hui d'appliquer pour la résidence permanente. C'est une occasion de déposer des demandes, des déclarations d'intérêt. Il n'y a pas de garantie, malheureusement, qu'on soit accepté. Cependant, les employeurs peuvent appuyer les travailleurs dans leur déclaration d'intérêt en soumettant ce qu'on appelle une validation d'offre d'emploi. C'est un engagement de l'entreprise à offrir cet emploi aux travailleurs pendant le traitement de sa demande de résidence permanente. Et ça augmente énormément les chances qu'il soit sélectionné, et surtout à l'extérieur de la grande région de Montréal. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est une démarche qu'on voit de plus en plus. Les employeurs même nous demandent d'envoyer à l'entreprise les honoraires d'avocats liés à la démarche de résidence permanente parce que l'employeur est volontaire à payer pour cette démarche-là dans le but de fidéliser ses employés. C'est fou parce que lorsqu'un employé obtient sa résidence permanente, il est libre, entre guillemets, plus besoin de permis de travail. Ceci dit, je pense qu'au niveau de l'expérience employée, c'est vraiment gagnant. Puis à date, le retour qu'on a, c'est que les gens restent et sont loyaux pour leur employeur. On voit qu'il y a plein d'impacts. Il y en a qui sont plus silencieux, par exemple. Tu sais, quand on parle d'une pression salariale, bien évidemment, monter des salaires à près de 35 de l'heure au sein d'une équipe, par exemple, de mécaniciens, ça commence à être difficile. Éventuellement, certains employeurs vont couper. Certaines personnes vont couper certains quarts de travail, vont arrêter d'ouvrir certaines portes. Donc, ça se voit dans plusieurs entreprises. Il y a aussi le fait qu'il y a de l'anxiété qui est créée auprès de la main-d'œuvre immigrante parce qu'il y a toujours l'insécurité. Est-ce que ma démarche va aller de l'avant? Est-ce que je vais vraiment recevoir mon nouveau permis de travail? Est-ce que le gouvernement va arriver avec des nouvelles règles qui vont encore me limiter dans mon séjour au Canada puis dans mon expérience en tant qu'immigrant au Canada? Donc, toutes ces choses-là, malheureusement, ont un impact assez négatif là, sur les ressources, mais également sur les entrepreneurs. Parce que qui dit l'employé qui a un haut taux d'anxiété peut éventuellement, malheureusement, demander un arrêt de travail et tout ça. Donc, il faut vraiment rester attentif à tout ce qui se passe, là, puis essayer d'aider nos employés en leur offrant les réponses à toutes leurs questions, puisque malheureusement, la plupart de ceux-ci se renseignent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou auprès de leurs pairs, puis c'est pas nécessairement la meilleure source d'information. Ben, les solutions, on en a parlé un peu, donc il y a la résidence permanente, il y a également, bon, certaines possibilités pour renouveler des permis de travail, mais il y a aussi des gens qui sont sur le territoire qui détiennent un permis de travail ouvert, souvent les grands oubliés, parce qu'il y a, dans le fond, de plus en plus, on reçoit des demandes, des candidatures. On n'a plus nécessairement de pénurie, là. Quand on affiche un poste sur les différents sites d'emploi, on reçoit des candidatures. Donc, ce serait intéressant, une bonne pratique, à mon avis, de demander désormais à tous les applicants quel est ton statut. Donc, autant dire je suis dans mon pays, je souhaite venir au Canada, je suis ici, je suis à titre de visiteur, si c'est ça. Donc, ce serait une bonne pratique parce qu'il y a peut-être plusieurs candidats que vous pourriez mettre à l'essai qui ont un permis de travail ouvert puis qui pourraient tout à fait combler vos besoins avec une belle expertise.
On peut passer à la diapositive suivante pour parler justement d'immigration permanente. Émilie, permets-moi, justement, juste avant qu'on saute, on parlait un peu des programmes de mobilité internationale. Ça s'enchaîne un peu avec la résidence permanente, justement. Ce qu'on entend par programme de mobilité internationale, ce sont en fait des dispenses de IMT. Donc, le PTET, la règle au Québec, c'est qu'il faut obtenir une IMT, un CAQ, ensuite déposer une demande de permis de travail. Dans le reste du Canada, c'est une IMT, ensuite les dépôts des demandes de permis de travail. Mais les PMI, c'est souvent aussi des programmes qu'on oublie. Donc des dispenses de IMT, ce sont des programmes particuliers pour répondre à des situations particulières qui permettent d'embaucher des travailleurs sans devoir obtenir de IMT. C'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Pour vérifier, il y a une liste disponible en ligne par rapport aux différentes situations. Plusieurs programmes de PMI sont tirés justement de certains accords, par exemple l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. On voit aussi un accord similaire avec l'Europe. Donc, si on recrute des travailleurs mexicains et américains ou peut-être même européens, il y aurait lieu de regarder ou de demander à son professionnel de vérifier à travers les programmes de mobilité internationale si quelque chose pourrait être applicable justement pour faciliter l'embauche ou le maintien de ces travailleurs déjà au Canada. Il y a même des ententes avec certains pays. Je vais juste en nommer quelques-uns. Si une entreprise multinationale qui a une filiale ou sa société mère ailleurs, on parle d'un transfert intercompagnie. Il y a le programme de mobilité francophone, le programme C16. Donc, un travailleur qui maîtrise le français pourrait avoir plus de facilité à pouvoir s'établir dans une autre province pour occuper un emploi chez l'employeur. Il n'y a pas de restriction sur le poste. En fait, c'est ouvert à tous les faits. Il suffit juste de démontrer sa maîtrise du français. On parlait de résidence permanente. C'est un individu qui a débuté des démarches de résidence permanente peut obtenir un permis de travail fermé ou ouvert à travers l'une de ces dispenses d'AMT pour continuer à travailler chez un employeur pendant le traitement de sa demande de résidence permanente. De ce que je vois dans les changements, là, principalement, moi, ce que j'entends, là, c'est que c'est une catastrophe que le PEC a été mis comme en pause là, pendant un moment. Peux-tu nous expliquer concrètement pourquoi c'est une catastrophe à ce point-là? En quoi le PEC était-il si différent du PSTQ? Donc, au Québec, le PEC avait l'avantage d'être, plutôt que d'être, si vous voulez, sur une base d'invitation, c'est que tout individu qui appliquait, s'il rencontrait toutes les exigences du programme, allait éventuellement, possiblement recevoir un CSQ. Tandis que le PSTQ, c'est plus une loterie, si l'on veut. Il faut que les individus déposent ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt pour démontrer leur intérêt, qu'ils sont prêts à travailler. J'expliquais qu'il y a moyen d'augmenter les points si l'employeur dépose ce qu'on appelle une validation d'offre d'emploi. Donc, on encourage les employeurs à procéder ainsi. Ça augmente énormément les chances. Donc, c'est un peu cette difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Le programme est ouvert. C'est tout récent. Donc, on garde un œil attentif là-dessus pour voir quels sont les critères de sélection, le nombre de candidatures, d'invitations qui seront envoyées à travers le PST. Quand je lis les solutions, évidemment, oui, il y a le PSTQ, mais il y a également d'autres provinces d'autres programmes à l'extérieur du Québec. Puis je ne sais pas si c'est une solution. J'en parle comme ça. Je sème une réflexion là, auprès des entrepreneurs qui nous écoutent parce que oui, c'est bien. Plusieurs personnes qui sont au Québec maîtrisent quand même bien le français et puis sont tentées par d'autres programmes qui, par exemple, font la promotion du français au sein d'autres provinces. Puis là, ben, ce qu'on veut, c'est évidemment pas perdre notre main-d'œuvre qu'on a formée ici pour la voir partir vers d'autres provinces. Ceci étant dit, je comprends tellement une personne qui vient pour, par exemple, refaire sa vie au Canada, de souhaiter, par exemple, rester par tous les moyens, puis dire, ben, l'Ontario, ce sera l'Ontario, c'est pas grave. L'important, c'est que je reste ici sur le territoire canadien avec ma famille. Donc oui, c'est une solution, puis on l'entend beaucoup. On a plein de questions à cet égard-là. C'est difficile. Ça nous met dans une situation qui est un peu, c'est risqué pour les entreprises réellement. Effectivement, la difficulté avec le programme qu'on appelle Entrée Express, justement, c'est que c'est applicable à toutes les provinces, sauf le Québec, justement, parce que le Québec a ses propres programmes dont on vient de décrire. Mais c'est à l'avantage des travailleurs, justement, de considérer ces opportunités. Donc, on va se concentrer sur deux volets, principalement. La catégorie de l'expérience canadienne, c'est ouvert aux postes dits qualifiés FR 01, 2 et 3.
Il n'y a pas d'exigence d'études. La seule exigence, c'est d'avoir cumulé 12 mois de travail à temps plein rémunéré au Canada au cours des 3 années qui précèdent. Encore là, c'est sur une grille de sélection, donc dépendamment selon plusieurs critères, selon l'âge, la scolarité, l'expérience de travail, si on est une personne seule ou accompagnée, on cumule un certain nombre de points et il suffit de déposer sa demande en ligne sur le portail fédéral. Et c'est un programme qui est utilisé couramment. Donc, justement, la dernière ronde d'invitation à travers la catégorie de l'expérience canadienne était hier, le 8 juillet 2025, à travers laquelle 3000 invitations ont été envoyées à des déclarants. Et la note la plus basse pour être sélectionnée, celle-ci était 518. Donc, c'est quand même, je veux dire que ce n'est pas trop élevé, mais ça se situe à peu près au milieu. Donc, il est possible pour des personnes qui parlent le français, notamment, d'y avoir accès parce que maîtriser les 2 langues, notamment le français, peut accorder des points supplémentaires. Parlant de français, il existe aussi le volet spécifique pour les travailleurs qualifiés et francophones. Donc, si on démontre une maîtrise du français, on parle de niveau 7 ou plus par compétence dans les évaluations. Donc, en fait, l'individu peut être invité. La dernière ronde d'invitation que j'ai trouvée, elle montait au 21 mars 2025. Il y a eu 7500 invitations et dont la note la plus basse était 379, donc beaucoup plus inférieure que le 518 dernièrement. L'une des choses, c'est que le candidat doit pouvoir se qualifier en tant que travailleur qualifié dans la catégorie de l'expérience canadienne pour être possiblement invité dans les travailleurs qualifiés francophones. Oh, super, merci pour ces informations. On va passer à la prochaine diapo parce que c'est vraiment c'est du terrain, c'est du concret. Lucas, je vais te poser des questions en rafale. C'est ce que j'entends le plus souvent là, des entrepreneurs qui me demandent, bon, par exemple, y a-t-il un risque lié au licenciement de tête avant la fin de leur contrat? Donc, on tient à rappeler que l'employeur a quand même le droit de congédier, de mettre à pied ou de licencier des travailleurs, qu'ils soient résidents temporaires ou permanents ou canadiens. L'important, c'est de le faire de manière équitable. Cependant, on tient à souligner qu'il pourrait y avoir des risques dans une prochaine demande de IMT ou de PMI parce que ces programmes sont là pour combler des besoins de main-d'œuvre. Donc, si on congédie des individus, il peut être difficile de justifier pourquoi de nouveaux besoins de main-d'œuvre sont apparus dans les prochains mois après le congédiement. Merci. Lorsqu'il y a des employés à haut salaire et que le salaire médian augmente, suis-je dans l'obligation d'augmenter le salaire de mes employés à haut salaire? Ce n'est pas nécessairement une obligation parce qu'on a vu déjà dans le passé des employeurs, par exemple, qui offraient un salaire plus élevé pour les inclure dans le volet haut salaire et les garder ici pour 3 ans dans le cadre d'un renouvellement. Mais dans le contrat, il était précisé justement que le travailleur ne pourrait pas faire l'objet d'une augmentation salariale au sein de l'entreprise. Les parties ont quand même la volonté de pouvoir créer le contrat qui leur convienne tant que ça respecte les obligations du PTET. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation. Cependant, on souligne que le DSC précise que l'employeur devrait tout de même voir à réviser le salaire annuel offert, affiché sur le guichet emploi afin qu'il concorde avec le salaire courant pour le poste en question. On tient à rappeler aussi qu'une modification de salaire constituerait une modification à une EMT, donc il y a des directives publiées en ligne à cet effet qui détermineront s'il faut la communiquer ou non au gouvernement fédéral. Je vais peut-être extrapoler un peu par rapport au bas salaire. On voit souvent la question, une EMT pour un salaire donné, qu'est-ce qui arrive si le salaire minimum augmente? Le salaire minimum est une obligation légale. Il faut effectivement augmenter le salaire pour qu'il concorde au minimum, au salaire minimum applicable dans la province. Merci. Puis-je payer mes travailleurs étrangers plus cher que mes travailleurs locaux pour pouvoir les garder, malgré l'iniquité? C'est une question qu'on voit souvent. Donc, on va essayer de faire ça court, mais effectivement, l'employeur a la liberté d'offrir le salaire qu'il souhaite à ses travailleurs par rapport à leurs compétences, à leur scolarité, à leurs années d'expérience dans le domaine. Donc, il est possible de justifier qu'un travailleur qui ait cumulé quelques années chez un compétiteur puisse recevoir un salaire plus élevé chez l'employeur. Ça peut-être permettre de faire des justifications pour augmenter un travailleur à un salaire plus élevé. Cependant, il faut toujours faire attention parce que si on indique que le travailleur étranger recevra un salaire plus élevé que des Canadiens ou résidents permanents, on risque de faire face à un agent qui demande des précisions ou des justifications, à savoir pourquoi on offre aux travailleurs étrangers un salaire plus élevé que les Canadiens résidents permanents, parce qu'on rappelle que le PTET doit combler la pénurie de main-d'œuvre, mais non remplacer la main-d'œuvre canadienne. Peut-être aussi ajouter ceci, il ne serait pas suffisant de répondre que le salaire a été
élevé simplement pour pouvoir le garder 3 ans dans le volet des postes au salaire. J'ai déjà vu des cas où ça a été essayé. Malheureusement, ça s'est soldé par un refus sur cette seule justification. Évidemment. Parlant de refus, on en voit de plus en plus. C'est vraiment les raisons des refus sont toutes, bon, parfois elles sont justifiables, mais parfois aussi elles sont questionnables. Euh, Y a-t-il un refus dans une démarche d'immigration? Est-ce que c'est réfutable? Est-ce qu'on peut essayer de parler à l'agent pour que celui-ci entende raison? Parler directement à l'agent, non, on le voudrait bien, mais non, il existe une procédure de réexamen que tout requérant qui ait déposé une demande de permis de travail peut suivre. Ça se fait à travers l'application Webform de l'IRCC. C'est un droit qui existe à tous, donc il n'y a pas de frais pour une demande de réexamen, mais il existe d'autres alternatives aussi, donc il est toujours possible de judiciariser le refus dans des situations particulières. Mais effectivement, un refus en soi, on peut le contester de différentes façons. Je vous invite à consulter le professionnel de votre choix pour voir quelle solution peut être offerte. Il y a même la possibilité de redéposer une demande de permis de travail à répondre au motif de refus. Encore là, faut-il que l'IMT soit valide, donc c'est toujours vérifié sur l'IMT et que le candidat soit intéressé qu'il ait les documents nécessaires pour répondre. Est-ce qu'il y a autant de refus pour les demandes d'immigration, par exemple à travers le PTET, pour un renouvellement de permis de travail ou pour un recrutement international? Est-ce que les statistiques qu'on a, là, est-ce que c'est égal ou est-ce qu'il y en a plus pour le recrutement international? Dis-moi. On constate habituellement davantage d'approbation pour des demandes de prolongation, pour des demandes depuis le Canada, puisqu'on prouve, il y a certains éléments qui sont plus faciles à prouver du fait, par exemple, que c'est un travailleur qualifié, qu'il a les compétences nécessaires pour le faire. Donc, on le voit, oui, que les renouvellements, c'est plus facile. Et aussi, dans les cas à l'étranger, ça dépend des bureaux des visas. On constate que certains bureaux des visas sont souvent plus sévères ou autres. Il y a souvent de la preuve documentaire supplémentaire à soumettre. Est-ce encore possible de recruter à l'international? C'est une question qui revient souvent. Légalement parlant, selon les programmes, oui, c'est toujours possible à travers le PTET, le PMI. Mais effectivement, il est certain que les employeurs font face aux restrictions dont on vient de parler. Donc oui, il est possible, mais il faut s'assurer de respecter les conditions mises en place aujourd'hui. Ouais, de mon point de vue, on dirait que je dirais à l'entreprise, je ne vous le conseille pas, étant donné les risques de refus avec les frais associés à un recrutement à l'international. J'essaierais vraiment de ratisser le terrain pour trouver des travailleurs disponibles ici, en sol canadien, même s'ils ont un permis fermé, par exemple, qui va venir à échéance pour lequel ils ne peuvent pas malheureusement renouveler avec l'employeur actuel. Bien, ce serait une meilleure solution, à mon avis, que d'aller recruter à l'international, étant donné la longueur des délais là, liés à l'immigration et puis évidemment les hauts taux de refus. Euh, bon, puis-je renouveler les permis de travail de mes travailleurs actuels? On a déjà élaboré sur la question. Là, je pense que oui, non, ça dépend. C'est vraiment selon la zone, selon le poste, selon le salaire et tout ça. Le gouvernement fédéral prolongera-t-il automatiquement les permis de travail existants? Y a-t-il comme un droit acquis? Non, il n'y a pas de droit acquis. Il est important pour l'employeur et l'individu de s'assurer de respecter les conditions du permis. Il y a une date d'expiration très clairement indiquée dessus. Il faut s'assurer d'avoir entrepris des démarches avant celle-ci ou de quitter le pays avant. Je pense qu'on va en parler un petit peu à la dernière question, mais non, il n'y a rien d'automatique. Il faut entreprendre des démarches pour renouveler un permis de travail. Comment est calculée la fameuse limite de 10 Est-ce que, par exemple, les détenteurs de permis ouverts sont inclus dans ce 10 %-là? Pour le calcul de la limite, on compte seulement les personnes dont le salaire est inférieur au salaire médian en date du dépôt de la demande. Donc, s'ils avaient précédemment été embauchés au salaire, par exemple 33 et aujourd'hui au Québec, c'est passé à 34,62, il faut les compter dans une prochaine demande de IMT. Mais on compte seulement les travailleurs qui ont été embauchés à travers le PTT, c'est-à-dire à travers une IMT. On ne compte pas les personnes qui sont détenteurs d'un permis ouvert, on ne compte pas les personnes qui sont venues à travers le PMI. Super, merci. Quelles sont mes obligations en tant qu'employeur si le permis de travail d'un de mes têtes expire et qu'il travaille chez nous? Donc, qu'est-ce que je dois faire?
Donc, si le permis de travail d'un individu est expiré, la conséquence légale est qu'il perd son statut de résident temporaire. Il doit cesser de travailler immédiatement. Il bénéficie cependant d'une période de 90 jours depuis la perte de son statut pour demander le rétablissement de son statut. Il est important d'éviter ceci parce que malgré qu'il dépose un rétablissement de statut et que celui soit accordé éventuellement, il n'est pas autorisé à travailler pendant la démarche de rétablissement de statut. On conseille habituellement aux employeurs et aux individus d'entreprendre des démarches de renouvellement de permis de travail, s'il leur est possible, au moins 6 à 8 mois avant. Ou bien même d'entreprendre des démarches de résidence permanente, parce qu'on parlait des PMI plutôt. L'un des PMI au Québec, par exemple, c'est que certains détenteurs de CSQ, le syndicat de sélection du Québec, peuvent être autorisés à obtenir des permis de travail sans devoir passer par le IMT. Donc, s'ils obtiennent ce CSQ, ils pourront obtenir leur permis de travail. Ça permet à l'employeur d'éviter la limite, les affichages aussi. Donc, il y a quand même des bénéfices à cela. Et je vais peut-être extrapoler en disant il y a souvent l'inquiétude des employeurs de peut-être constater trop tard, en disant 2-3 mois avant l'expiration et non le 6 à 8 mois qu'on conseille, que le permis expirera. Ils s'inquiètent d'obtenir une IMT dans les délais de 2 mois ou que le permis de travail avant l'expiration. On tient à souligner que par l'effet de la loi, un individu qui dépose une demande de prolongation de son statut de résident temporaire, que ce soit permis de travail, permis d'études ou fiche de visiteur, bénéficie de ce qu'on appelle du statut maintenu. Le statut maintenu est un effet de la loi qui autorise l'individu à rester au Canada pendant le traitement de sa demande, et ce, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue concernant la demande de prolongation. Donc, on en a vu des cas où on a déposé la veille de l'expiration du permis de travail, conformément avec IMT, CAQ, ou même en l'absence de, puis on complète après. Mais cet individu a pu continuer à travailler au Canada pendant les 6 mois de traitement qui ont suivi pour la demande de permis de travail. Donc, très important d'entreprendre des démarches avant l'expiration. Autrement, l'individu perd son droit, son privilège de pouvoir travailler au Canada. Merci pour cette spécification. Prochaine diapo. Donc, quels sont les services qu'Auray puisse offrir pour les membres de la FCEI? Prochaine diapo. Bien, on est là pour vous, là, en fait. Dans le fond, on est là pour vous aider avec du recrutement local de professionnels, du recrutement de cadres. On est là pour vous aider avec du recrutement de main-d'œuvre issue de l'immigration, que ce soit à travers le PTET, le PMI. On est là dans vos démarches d'immigration. On est là même avec un partenaire d'affichage de postes, avec un service de courtage en site d'emploi. On est là pour tout ce qui touche de près ou de loin au recrutement puis à vos besoins de main-d'œuvre. Prochaine. Donc, on est vraiment fiers de vous accompagner et puis on est fiers d'être partenaire de la FCEI. C'est maintenant l'heure des questions. Je reviens. Merci beaucoup. Je vais demander à Christina de se joindre à nous aussi pour la conversation. On va peut-être avoir des questions qui vont être plus politiques ou reliées au lobby. Merci, j'ai beaucoup aimé l'échange, les questions et réponses. Je pense qu'on a couvert quelques questions. Je vais y aller avec des questions qu'on avait reçues d'avance. Puis ensuite de ça, je vais rentrer dans la période des questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les écrire maintenant. Je commencerai peut-être plus par une question qui est revenue plusieurs fois, là. Il y avait des membres qui nous ont dit comment je fais pour trouver d'aller chercher un travailleur étranger en Haïti? J'aimerais ça aller en chercher un au Mexique. Ça serait quoi les étapes pour accompagner des entreprises qui n'ont pas encore été chercher des travailleurs étrangers temporaires puis qui voudraient cibler un pays ou un autre dans ce processus-là? Lucas, je vais te laisser répondre à la portion légale de cette question-là. Oui, donc pour portion légale, bon, il est possible de recruter à travers tous les pays, c'est certain. Il y a certains, justement, on parlait des PMI, il y a certaines ententes avec certains pays que ça peut peut-être faciliter l'embauche des travailleurs et être dispensé de l'EIMT, mais le recrutement, effectivement, peut se faire à travers tous les pays. L'affichage de poste, on peut avoir un candidat en Haïti qui trouve un emploi sur LinkedIn, par exemple, et ici, ensuite, lorsqu'on trouve le candidat, c'est conseillé de faire affaire avec un professionnel d'immigration, consultant ou avocat, pour pouvoir accompagner l'employeur dans les démarches requises et analyser les solutions possibles. Justement, on parle de PMI, mais c'est souvent oublié, donc un professionnel pourra avoir le réflexe d'aller vérifier pour accompagner l'employeur à
trouver et embaucher cette main-d'œuvre étrangère. Pour le recrutement, Émilie? Oui, ben, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît la personne ou est-ce que vous souhaitez démarrer une démarche de recrutement international par vous-même? Si c'est le cas, évidemment, le Mexique est une excellente destination. Ceci étant dit, à long terme, il faut penser à la maîtrise du français. Si vous pensez, par exemple, à des postes saisonniers, c'est une excellente idée. On en fait régulièrement tous les étés. On a des Mexicains qui reviennent parce que le coût des billets d'avion est vraiment plus avantageux là, avec ce pays-là. Et ce n'est pas tellement grave si la personne ne parle pas en français. On se débrouille en espagnol, en français, c'est deux langues qui se ressemblent. Toutefois, puis que Lucas, je te relance la question, là, c'est que il me semble qu'il y a certains pays dans lesquels c'est un peu plus difficile de faire une démarche d'immigration à travers le PTET. Quand je pense à Haïti, il y a tellement un haut nombre d'Haïtiens pour lesquels ce serait facile, par exemple, de dire j'ai un membre de ma famille et donc j'essaie d'entrer à travers le PTET. Puis là, le gouvernement pourrait sentir c'est une fausse raison pour laquelle tu peux venir au Québec. Tu ne vas pas retourner dans ton pays par la suite. Peux-tu en donner plus de détails, s'il te plaît? Je vais essayer d'être bref, mais effectivement, l'analyse d'une demande de résidence temporaire pour un permis de travail, et c'est vrai que les agents d'immigration qui traitent les demandes doivent analyser la preuve au dossier pour déterminer notamment si le travailleur est compétent, mais aussi s'il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé. Tout ça, cela passe par la preuve documentaire qui est soumise, les informations concernant la famille. Donc, effectivement, on constate que dans certains pays, effectivement, c'est un peu plus difficile par rapport à d'autres. Donc, il y a lieu parfois de centrer son recrutement vers certains pays. Comme il disait, des pays francophones, ça peut être parfois plus facile. Donc, nous, on fait justement du recrutement, mais il existe plusieurs entreprises qui offrent des services de recrutement qui peuvent justement vous aider à cibler les besoins de main-d'œuvre. Merci. J'ai une question ici qui dit que nous avons présentement 3 travailleurs qui n'ont pas leur permanence. Sommes-nous à risque de les perdre? Je répondrai, puis après ça, je vais vous passer la réponse. Ça dépend du nombre total de travailleurs parce que c'est relié au pourcentage qui est permis par rapport à ce que vous avez dans l'entreprise. Donc, si vous avez 3 travailleurs sur 6 employés ou sur 10 employés, ça va être différent que si vous en avez 3 sur 30. Effectivement, pour en renchérir, ben, comme on dit, on aimerait ça pouvoir fournir des réponses oui ou non, mais rien n'est justement de telle façon. C'est toujours ça dépend du salaire. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à pouvoir augmenter leur salaire pour qu'ils soient au salaire? Dans ce cas-ci, vous n'avez pas la limite du 10 Est-ce qu'ils ont entrepris des démarches de résidence permanente et pourraient possiblement l'obtenir avant l'expiration du permis de travail? Dans quel cas, peut-être déposer une demande de PMI pour les détenteurs de CSQ au Québec avant l'expiration du permis, si possible. Je vous invite encore là à consulter un professionnel qui pourra vraiment évaluer votre situation et vous conseiller. Je constate que les autres questions qu'on avait reçues ont pas mal été répondues pour votre présentation. Je rentre sur les questions qui sont actuellement en train de défiler et d'augmenter. Et Marie-Soleil voudrait savoir comment on fait pour savoir si on est sur le traitement simplifié ou si on ne l'est pas. Traitement simplifié, c'est une liste qui est publiée sur la page du MIFI. On peut peut-être voir à partager le lien ou quelques documents après, mais si vous cherchez traitement simplifié du Québec sur un moteur de recherche, ça devrait vous mener à cette page-ci du MIFI avec tous les emplois qui y sont énumérés. Il y a Sabrina qui a posé plusieurs questions, notamment sur le PTO et les conjoints. Je ne sais pas si vous pouvez regarder les questions qu'elle a posées, puis après ça, on va revenir en bloc sur cette question-là. Patrick qui demande qu'il y ait un employé temporaire avec un permis fermé pour un employeur qui est valide jusqu'au 30 octobre 2027. Il s'est fait remercier par son employeur. Je voudrais embaucher ce travailleur. Est-ce que c'est légal de l'embaucher en attendant un numéro de EMT ou il ne peut pas vraiment bouger là-dessus? Pour embaucher à travers le PTET, il faut effectivement qu'il ait une IMT au préalable. Donc, il faut il faut une IMT. Cependant, il y a peut-être lieu de conseiller, justement, comme je dis, des PMI s'il peut être admissible, ou bien si le travailleur réussit à obtenir un permis de travail ouvert d'une certaine façon. S'il a un permis de travail ouvert, il peut travailler pour n'importe quel employeur au Canada, pour n'importe quel poste. Euh, Sur les permis de travail, là, il y a des permis pour les étudiants qui peuvent travailler durant leurs études. Ayman qui demande, est-ce que ces travailleurs-là vont être inclus dans le pourcentage du 10 des travailleurs étrangers temporaires qui est considéré par le gouvernement?
Les étudiants ne sont pas considérés dans la limite du 10% puisqu'ils n'ont pas été embauchés à travers le PTET au travers d'une EIMT. Mais après ça, vous pouvez vous retrouver dans une situation où là, il n'a plus son permis de vacances, de travail-études, puis qu'il doit retourner dans son pays. Puis là, l'employeur ne pourra pas le garder s'il n'a pas fait le processus d'immigration. Qu'il y a un cas. Effectivement. Pour les étudiants, par contre, encore là, on peut regarder, il y a peut-être des permis de travail post-diplôme. Il existe toujours certaines solutions. Donc, si ces études sont admissibles, ils pourraient possiblement obtenir un permis de travail après ces études supérieures. Émilie demande si Auré fait un type d'accompagnement pour remplir les premières demandes de IMT. Un accompagnement, on n'en offre pas nécessairement parce que c'est devenu si complexe. Souvent, quand un employeur veut un accompagnement, il veut se faire expliquer tout, si ça, telle situation, un cours d'immigration, ça prend des années. C'est plus simple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de prendre la démarche en charge complètement. Puis, donc, l'employeur, on lui sauve tous les soucis. Là, puis, on s'occupe des questions, des réponses et de toutes les petites spécifications qu'il faut prendre en considération pour minimiser au plus possible les refus. Merci. Ici, il y a Isabelle qui dit quels sont les droits des employeurs? On a beaucoup d'obligations, mais on a peu de recours. Je vous dirais, c'est pour ça qu'on existe, la FCI. C'est pour notamment vous informer sur les changements, vous montrer des alternatives par rapport à ces changements-là, comme avec le webinaire qu'on a avec les spécialistes dorés, mais faire valoir votre voix auprès des gouvernements sans filtre, notamment avec l'équipe de Christina puis avec la mienne. Fait que oui, c'est vrai que des fois, vous vous trouvez dans une situation où vous vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. Nous autres, on est là, puis on s'occupe de vos relations gouvernementales. Est-ce que Lucas ou Émilie, vous avez eu le temps de regarder la série Les de questions de questions de Sabrina, Sabrina? absolument. Donc, j'y vais en rafale. Pour le PTO conjoint, est-il possible pour les FER 0 et 1 uniquement? Le nouveau programme, c'est pour tous les FER 0 et 1, mais certains FER 2 et 3, la liste encore est disponible sur le code de dispense. Et pour votre référence, c'est le code de dispense C41. Vous pouvez vérifier l'annexe des postes admissibles tout au bas. Et ceci étant dit, c'est important de garder en tête que peu importe le FER, ça prend un salaire qui est supérieur au salaire médian, puisque si c'est un poste à bas salaire, ben, le permis de travail du requérant principal sera donné pour seulement 1 an et donc le permis de travail ouvert ne sera pas octroyé au conjoint ou à la conjointe. OK, il y a des questions qui disparaissent au fur et à mesure que je les Oui. lis. La solution PMI peut-être, mais avant de faire entrer des nouvelles personnes, il faudrait permettre aux personnes sur place de pouvoir rester, surtout s'ils contribuent à l'économie comme propriétaires, paient des impôts. Effectivement, oui, c'est un bon point. C'est une belle, une belle remarque. Et je Euh, pense que c'est ça qu'il discutait aussi, c'est comment est-ce qu'on peut retenir les individus qui sont déjà sur des permis mais qui sont à veille d'expirer. Quelles sont les options qui sont disponibles? Donc, les options disponibles, là, ça passe par la résidence permanente, ça passe par justement le PMI, ça passe, c'est vraiment, les options sont limitées de plus en plus, mais ça passe par là, définitivement. Puis, tu sais, dans une démarche de résidence permanente, Lucas en a parlé, il y a le fait de faire une offre d'emploi validée. Il y avait une question qui était apparue de Sabrina également à l'égard du fait que ça donne 50 points là, de faire une offre d'emploi validée. Ben, 50 points, c'est 50 points. Donc, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Donc, comme employeur, c'est des solutions qui peuvent potentiellement aider à garder leurs employés. Nous avons un employé venu en PVT et son permis se termine en janvier 2026. Pouvons-nous faire une OEV? Bien sûr que oui. Car le délai de traitement étant de 6 mois minimum, ça risque d'être juste pour être sélectionné à déposer un dossier de CSQ et ensuite faire une demande de résidence permanente. Qu'en penses-tu, Lucas? C'est certain qu'avec les délais, ça risque d'être juste pour le PVT. Justement, il y aurait peut-être lieu de regarder. Bon, les PVT, effectivement, on n'a pas nécessairement parlé, c'est l'expérience internationale au Canada. Il existe 3 différents programmes, dont le PVT. Mais effectivement, on peut vérifier si l'individu, dépendant de son pays, pourrait être admissible à un deuxième PVT ou bien s'il pourrait
obtenir un permis de travail, parce que le PVT en soi n'est pas inclus dans la limite pour commencer. Il sera inclus dans une prochaine demande de IMT. Donc, il y aurait peut-être lieu de considérer si c'est une option pour le prolonger. Même si c'est pour un an, parce que si on prolonge pour un an, il pourrait possiblement obtenir son CSQ ou ensuite sa RP pendant la prochaine année. Là, on arrive au bout du temps. Je vais essayer d'y aller en rafale. Il y a Pascal qui pose une question concernant les permis pour les personnes qui sont aux études. Est-ce que quand ils ont fini leurs études, ils doivent s'en aller? C'est vraiment relié au temps qui sont donnés par rapport au permis. Mais une fois que c'est échu, c'est échu. Pour les autres questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, on va les regarder, puis on va tenter de vous répondre par courriel. Peut-être une dernière de ma part, puis si vous jugez qu'il y en a une qui est importante de traiter, vous pouvez le faire. Plus au niveau des périodes qui sont creuses ou des entreprises qui sont saisonnières, il y a Magali qui a posé une question concernant le fait que renouveler les permis était une bonne alternative. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cadre des entreprises qui ne sont pas fermées l'hiver ou qui ont des périodes vraiment creuses? Est-ce qu'il y a des stratégies à préconiser pour leur part? Lucas? Ben, si on parle d'entreprises qui sont fermées en hiver pour 3 mois, peut-être, il y a peut-être lieu de considérer si ce n'est pas des emplois saisonniers, par exemple. C'est une des programmes aussi disponibles à travers le PTET. Mais il faut vérifier justement. La prochaine peut justement vous conseiller sur les différentes alternatives, si c'est des saisonniers, si c'est pour des périodes à courte durée. Merci. Hicham parle du fait que, bon, il y a eu des IMT qui fonctionnaient et qui ont été refusés. On va revenir avec la réponse sur le fait est-ce que vous pouvez contester ou pas. D'autres commentaires, notamment de Marie-Soleil, qui dit que le taux a vraiment diminué rapidement, que ça fait mal à son entreprise. On le sait, on est là pour vous. Donc, on va laisse pas vos questions en suspens. On va vous revenir par courriel. Je vous remercie beaucoup, Émilie, Lucas, Christina, d'avoir été présents à ce webinaire et toutes les personnes qui ont été présentes. On a eu un bon taux de participation. Sincèrement, vraiment, merci beaucoup. Si vous avez apprécié, j'espère vraiment, on essaie toujours de trouver des opportunités pour vous offrir du contenu, vous sortir des alternatives et être là pour vous. Si vous êtes membre, on vous invite à référer une entreprise parce que nous, on ne reçoit aucune subvention gouvernementale. La façon qu'on fait pour vous défendre, pour vous servir, c'est vraiment l'adhésion des membres qui fait une grande différence. Donc, on vous demande de référer une entreprise. Si vous êtes tombé sur le webinaire en étant un entrepreneur et en n'étant pas membre, ben, on vous invite à adhérer à la fédération. C'est vraiment ça qui nous donne la possibilité de pouvoir vous aider, vous accompagner à pouvoir vous occuper de vos affaires, faire croître votre entreprise, puis vous faire entendre par les gouvernements. On vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Encore merci aux experts dorés. Merci Christina pour son excellent travail à Ottawa. Puis bonne journée à tous.